Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire L'épreuve de la discrimination, expérience et enjeux de lutte contre les profilages. Je suis Pascale Dufour, membre de l'Observatoire et professeure de politique à l'Université de Montréal. Je vais servir d'animatrice pour ce webinaire. Avant de commencer, j'aimerais signifier que nous reconnaissons au sein de l'ODP que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dès lors, nous, membres de l'Observatoire des profilages, nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Donc, quelques conseils techniques. Fermez vos micros et caméras pendant les présentations. Nous enregistrons la présentation aujourd'hui, mais la période d'échange et de questions ne sera pas enregistrée. Et je vais de suite passer la parole à la directrice de l'Observatoire des profilages, Céline Bello, pour qu'elle nous dise un mot de bienvenue. Merci Pascal. Alors, bonjour à tous et merci d'être là et je suis ravie d'accueillir Anaïk pour sa présentation d'un livre ambitieux mais ô combien moins nécessaire, notamment dans le contexte français. Elle va pouvoir nous en parler. Alors, l'Observatoire des profilages, c'est une trentaine de chercheurs de différentes universités et disciplines. C'est aussi une vingtaine d'organismes de défense des droits, principalement québécois, et c'est aussi maintenant plus d'une cinquantaine d'étudiants. Et c'est une structure de recherche partenariale qui vise à la fois, qui a trois axes en fait de recherche et de réflexion. Le premier axe sur les pratiques de profilage dans différents secteurs, police, justice, prison, aide sociale, immigration. Et en même temps, une deuxième axe sur les expériences en fait, des personnes et des communautés qui subissent du profilage ou des profilages. Donc, d'essayer de comprendre le point de vue, les expériences, les vécus et les conséquences en fait, de ces profilages. Et finalement, un troisième axe qui concerne les moyens de lutter contre le profilage, à la fois dans les répertoires d'action et de mobilisation qui existent déjà, mais aussi ceux qu'il faudrait déployer, développer et renforcer. Et donc, dans tous ces axes-là, le rôle de l'Observatoire, c'est vraiment d'exercer une veille et une vigilance sur les questions de profilage à travers toutes sortes de démarches de recherche qui sont le plus souvent liées aux besoins même des organismes qui nous en font part. Donc, voilà ce que c'est l'Observatoire. Alors après, on a différents types d'activités, aussi de webinaires et de mobilisation des connaissances. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à aller sur notre site Internet qui vient d'être lancé, qui est tout nouveau. Vous pourrez avoir une meilleure présentation de tout ce qui s'est fait dans les dernières années. Et en même temps, éventuellement nous suivre soit par le Facebook, le Twitter, mais aussi notre infolettre là, qui vous permettrait d'être au courant de… là, on est pas mal en fin de saison d'activité, mais en tous les cas, être au courant des activités de l'année prochaine. Voilà, bon webinaire. Merci Céline. Je vais passer maintenant la parole à notre invitée d'aujourd'hui, Anaïk Puren, qui est sociologue et chargée de recherche à l'Université de Lyon, à l'ENTPE, l'École de l'aménagement durable des territoires. Elle va nous présenter l'ouvrage qu'elle a contribué, ou en tout cas une partie de cet ouvrage, L'épreuve de la discrimination, enquête sur les quartiers populaires. Anaïk, à toi la parole. Merci Pascal. Du coup, est-ce que tu peux partager le PowerPoint? Stéphanie, est-ce que tu peux partager? Oui, je m'en occupe à l'instant. Super. Alors, moi, je suis très contente d'être invitée à l'Observatoire des profilages pour vous présenter les résultats de ce travail d'enquête collectif
sur les discriminations qui a commencé il y a 6 ans et qui a donné lieu à l'ouvrage dont on voit la couverture à l'écran. Alors, qui dit enquête collective dit plusieurs chercheurs, mais aujourd'hui, c'est un long week-end férié en France et il est 20h, donc je n'ai pas trouvé beaucoup de collègues volontaires pour illustrer un peu ce côté collectif. Mais je suis avec Samia Bencherifa, qu'on vous présentera tout à l'heure, et qui est une des actrices finalement dont on a aussi étudié le travail dans cet ouvrage-là en termes de lutte contre les discriminations ethno-raciales et en particulier les discriminations policières. Alors, c'est un ouvrage qui est assez dense, je ne me souviens plus de combien de pages il fait, mais quelque chose comme 400, qui aborde pas mal de dimensions différentes. Donc, j'ai fait un choix un petit peu arbitraire aujourd'hui pour insister sur ce qui me semblait le plus susceptible de vous intéresser. Donc, je dirais sur les deux derniers axes dont Céline a parlé, à la fois l'expérience des personnes, puisque c'est quand même le cœur de l'ouvrage, et puis aussi les moyens de lutter contre les profilages, qui est aussi une thématique qu'on a abordée dans l'enquête. Alors, peut-être on peut changer de slide. Je vais essayer de vous parler rapidement de comment on a construit l'enquête. Ensuite, je vous donnerai quelques résultats transversaux aux différents terrains et des résultats qui nous ont semblé préoccupants, marquants. Et ensuite, je vais plus insister sur 2 des chapitres de l'ouvrage qui concernent la manière dont les gens vont réagir et s'opposer à ces expériences-là. Et puis aussi sur les effets de ces actions de mobilisation, de lutte contre les discriminations. Alors, ce travail, il a commencé de mémoire en 2015, 2016. 2015, on a commencé à monter, surtout Julien Talpin, le dispositif d'enquête. Il est allé chercher du financement et il a obtenu un financement triennal qui est devenu quadriennal de l'Agence nationale de la recherche. Et cette enquête, elle nous a conduit à travailler dans 6 quartiers populaires en France et puis 3 à l'étranger. Peut-être la slide suivante, ça détaille un peu les quartiers, si jamais vous voulez les avoir en tête. Donc, c'est des quartiers, ce qu'on entend par quartier populaire, c'est des quartiers où vont se concentrer les populations les plus précarisées et puis aussi beaucoup de minorités racisées, ce qu'on appelle en France les banlieues. Et la raison du choix de ces terrains-là, c'était de choisir de manière prioritaire des quartiers où les uns et les autres, on avait déjà pu travailler pour avoir une perspective aussi un peu longue durée. Et donc, on a, dans ces quartiers-là, interrogé à peu près 250 personnes en se répartissant le travail. Donc, ça fait à peu près une trentaine d'entretiens par quartier. Et on s'est aussi intéressé à ce qu'on pourrait appeler l'offre de lutte contre les discriminations, c'est-à-dire aux collectifs ou aux associations, qui étaient majoritairement des centres sociaux, qui travaillaient sur des questions liées de près ou de loin aux discriminations. Et le choix qu'on a fait, c'était de ne pas travailler sur les organisations antiracistes historiques, typiquement SOS Racisme ou la Ligue des droits de l'homme, ou bien pas non plus de travailler sur des associations émergentes comme, je sais pas, mettons le collectif anti-négrophobie ou des actions comme Stop le contrôle aux faciès, parce que il nous semblait que ces actions-là, ces collectifs-là étaient déjà assez documentés par les travaux de recherche. Par contre, on n'avait pas grand-chose sur ce que font concrètement les centres sociaux qui sont implantés depuis des décennies, voire des siècles dans ces quartiers populaires et qui travaillent au quotidien avec les gens. Donc, il ne s'agissait pas de montrer l'importance des discriminations. Je pense que ce soit au Québec ou en France, on sait que ces discriminations, elles existent. On commence à avoir une base de travaux quantitatifs. Pour la France, par exemple, l'enquête Trajectoire et origine de l'INED et de l'INSEE. Mais ce qui nous intéressait en particulier, c'était, comme ce que disait Céline, c'est partir de l'expérience des personnes, du point de vue, et pour mesurer les effets, saisir les effets que ça produit sur les individus, de passer par ces épreuves-là. Donc, un peu dans le prolongement des travaux qui étaient récents à l'époque, qui sont un peu plus anciens maintenant, de Michel Lamonte ou de François Dubet.
Donc, qu'est-ce que les discriminations font aux gens? Comment est-ce qu'elles affectent leur trajectoire, leur image de soi et leur rapport à la citoyenneté, puisqu'on était une équipe quand même plutôt ancrée du côté de la sociologie politique. Donc, appréhender les discriminations par le bas, par l'expérience et par le lien aux politiques. Alors, est-ce qu'on peut changer de slide? Non, ça, ouais, ok. Alors, donc on a dû faire des choix. Les choix qu'on a fait, donc sur les villes, je vous disais, on a choisi des villes où on avait déjà travaillé, certes, mais aussi on a essayé quand même de contraster un peu et de pouvoir avoir des sites d'enquête où la question des discriminations était posée depuis longtemps. Donc, je pense par exemple au Blanc-Ménil, versus des villes où la question était plutôt occultée. Bon, typiquement, Villepinte, c'est une ville où l'équipe municipale ne veut rien savoir de ces questions de discrimination, pour voir si ça faisait aussi une différence, peut-être dans les expériences, mais surtout dans la manière de pouvoir verbaliser ou dénoncer ces problèmes-là. Donc dans chacun de ces quartiers, on a pris des gens plutôt ordinaires, des hommes et des femmes qui étaient en majorité issus des minorités visibles, et on s'est posé pas mal de questions sur comment pouvoir faire des récits de vie. Est-ce qu'on peut attraper comme ça quelqu'un dans la rue et puis lui demander de nous raconter sa vie pendant 2 heures? Ça nous semblait un peu compliqué, donc on est pas mal passé par les organismes communautaires, ce qui fait que ça donne un corpus où on a des gens qui sont plutôt insérés dans la vie communautaire, même si ensuite on a, par boule de neige, on a pu diversifier un peu. Un autre choix qu'on a fait, ça a été de travailler, là, je veux bien le slide. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on a... On a eu un moment où ça avait disparu. Ok. Pardon, c'est peut-être moi qui ai appuyé sur une mauvaise touche. Oui, je disais donc, un autre choix qu'on a fait, ça a été de ne pas travailler sur les discriminations pures, mais de s'intéresser aussi à l'expérience de la stigmatisation et des violences pour avoir un spectre assez large, sachant que voilà, il y a aussi des passerelles et l'un peut entretenir ou nourrir l'autre. Voilà. Et puis les trois types de discrimination qu'on a choisis, c'était les discriminations ethno-raciales, religieuses, parce que dans le contexte français, l'islamophobie, c'est un problème qui se renforce, et puis aussi les discriminations territoriales. Je pense que vous n'appelez pas forcément les choses comme ça, mais disons, c'est les discriminations liées à l'adresse. Qu'est-ce que ça fait d'avoir sur son CV une adresse située à Montréal-Nord ou à Villepinte ou à Vaux-en-Velin. Et l'idée, c'était de voir un peu aussi de pouvoir peser un peu le poids de ces différentes formes de discrimination. Alors, ensuite, on arrive au slide suivant. Je vais rappeler rapidement les principaux résultats. Bon, le premier constat qui nous a marqué, qui pour le coup n'est pas une surprise, parce que voilà, on connaît le poids de ces inégalités-là, mais c'est quand même l'ampleur du phénomène. Quasiment toutes les personnes qu'on a interrogées avaient une histoire marquante à raconter, une ou plusieurs histoires, des histoires qui les avaient ébranlées. Et ce qui prédomine parmi les 3 types de discrimination qu'on regardait, c'est en particulier le facteur ethno-racial. Donc c'est beaucoup la couleur de peau qui revenait dans les récits des personnes. Et puis, un autre résultat, c'est que ces expériences, elles étaient d'autant plus marquantes pour les gens que souvent, elles venaient d'en haut, puisque ce que montre l'enquête, c'est l'importance des discriminations d'origine institutionnelle, avec des différences entre les pays. Pour ce qui concerne la France, c'est les 2/3 des personnes qu'on a interrogées qui racontent des histoires de traitement différenciés ou de stigmatisation ou de violence par la police ou par l'école. Donc 30% pour la police et un peu plus de 40% pour l'école. Donc souvent à raison de leur origine. Dans les autres sites qu'on a étudiés à l'étranger, donc je ne peux pas faire des pourcentages
sur 30 personnes. Donc, on est un peu obligé de faire des paquets. Disons qu'entre Los Angeles, Montréal et puis enfin, les quartiers à Los Angeles, Montréal et à Londres, c'est plutôt de l'ordre d'un enquêté sur deux. Mais ça reste quand même des proportions très importantes qui font état de ces discriminations qui viennent d'en haut. Alors, un gros volet de notre enquête, ça a consisté à s'intéresser, on peut peut-être passer à la slide suivante, au slide suivant, à la manière, alors non, ça c'était juste des chiffres pour vous illustrer. Donc, vous voyez, 80% de gens qui font état d'une expérience personnelle ou indirecte en France versus 86% à l'étranger, donc des proportions qui sont quand même relativement similaires. Ensuite, c'était un autre tableau voilà, qui juste illustrait ce que je disais de manière plus quantitative sur les expériences dans les domaines institutionnels. Et voilà, alors nous ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment est-ce que les personnes interprètent ces traitements différenciés et comment est-ce qu'ils réagissent face à ces expériences-là. Et ce qu'on constate dans les récits des enquêtés, c'est que souvent, ces expériences, elles sont perçues comme à la fois banales et en même temps violentes, et que ça génère un processus d'enquête pour essayer d'objectiver son expérience. Et souvent, on va opérer en comparant, par exemple, avec des collègues. On a eu pas mal aussi d'enquêtés qui faisaient des expériences d'auto-testing. Par exemple, pour acheter un logement, est-ce que ça marche mieux quand on prend le nom de sa voisine et qu'on se démasque d'une certaine façon à la fin, ou en changeant son nom sur les CV. Et puis, du coup, cette comparaison, elle permet aux gens de constater que ce n'est pas juste moi, individu, qui se confrontais à ça, ça construit un nous, parce qu'on voit que le tort est souvent une épreuve qui est partagée. Et ensuite, les gens font des hypothèses sur pourquoi est-ce qu'on est traité, nous les Maghrébins ou nous les Noirs, différemment, et formule des hypothèses sur les causes de ces expériences. Alors, ces expériences, elles peuvent être renvoyées à des causes individuelles ou plus générales. Alors là, peut-être slide suivant, ça sera plus illustratif. Ou encore, on peut encore passer pour arriver voilà, sur la manière dont les gens interprètent leurs expériences. Et on voit que ça conduit quand même souvent à identifier un « eux » qui est à l'origine de la discrimination, et donc à conflictualiser l'expérience. Et ce qui nous a surpris, c'est en gros la fréquence de l'interprétation qui consiste à renvoyer ce qu'on vit à des causes générales. Donc, par exemple, vous voyez ces causes politiques ou générales, ça va être la stigmatisation des musulmans, ça va être un certain nombre de voix, le racisme de la police, le fait qu'on vive dans un pays raciste, les médias, etc. Et donc, cette imputation de cause générale était plus fréquente que ce qu'on aurait pu imaginer, étant donné que il y a beaucoup d'études qui montrent un certain éloignement du politique dans les quartiers populaires. Mais voilà, pour autant, ça n'empêche pas de politiser et de conflictualiser ces expériences. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas... tous les individus ne sont pas égaux face à ça, et c'est certain que plus on est diplômé, plus on a de ressources pour faire cette montée en généralité, cette conflictualisation, mais on a quand même malgré tout beaucoup d'enquêtés moins diplômés qui vont aussi avoir des lectures très politiques de leurs expériences. Voilà. Et donc, par exemple, le fonctionnement discriminatoire des institutions, c'est quand même mentionné à 43 reprises, donc c'est pas
c'est pas négligeable. Donc voilà, l'évitement du politique n'est pas du tout systématique, et au contraire, voilà, les gens sont capables de parler de causes qu'on pourrait qualifier de systémiques, ce qui relativise aussi l'idée d'une dépolitisation des habitants dans les quartiers populaires. Et du coup, l'enjeu, c'était de voir dans quelle mesure cette politisation des discours, elle pouvait se traduire ensuite par une politisation pratique, une politisation en acte. Alors, sur les réactions, pardon, ça va être slide. Voilà, c'est ça. On a essayé de faire des grandes. C'était un éventail extrêmement varié de réactions. Qu'on a fait le choix il y a déjà beaucoup de typologies qui existent, donc on a en partie repris des typologies existantes comme celle de Michel Lamont dans Getting Respect, et on a décortiqué deux grandes familles de réactions. Alors d'abord une première famille qui consiste à composer, donc voilà, on décide qu'on ne peut pas se bagarrer à chaque fois, donc on laisse passer, on a recours à l'humour. Beaucoup de personnes expliquent aussi qu'elles essaient de dissimuler le stigmate, par exemple, ne pas dire où on habite dans une conversation ordinaire ou quand on va au guichet d'une institution. Ça peut consister aussi à retirer son voile, à éviter certains lieux à risque. On a entendu aussi beaucoup de gens qui nous expliquaient qu'ils préféraient rester dans leur quartier, qui était vu comme un espace protecteur. Et puis une autre famille, là aussi, comme dans l'enquête de Michel Lamont, un autre type de réaction très courant qu'elle qualifie de réponse néolibérale. Ça consiste à en faire plus, essayer de se montrer exemplaire. Et ça, c'est beaucoup des discours qui passent par la famille des injonctions ou des exhortations à devoir travailler 3 fois plus que les autres pour arriver au même niveau. Donc ça, c'est les réactions qui consistent à composer. Et puis, d'un autre côté, on a une autre famille qu'on a appelée s'opposer, qui va consister à répondre physiquement aux discriminants. Ça, c'est des comportements très rares. C'était plutôt des comportements de jeunes, et puis plutôt genrés, plutôt masculins, mais assez rares. Répondre verbalement, c'est en revanche une réponse qui est beaucoup plus répandue. Les individus peuvent aussi porter plainte ou saisir des instances pour faire valoir leurs droits. Donc ça, beaucoup plus courant sur les terrains étrangers qu'en France. Et puis la dernière réponse, qui finalement, c'était un peu l'enjeu de notre enquête, c'était de voir dans quelle mesure ça pouvait aussi conduire les gens à s'engager, à se mettre dans des actions collectives pour dénoncer ces pratiques-là de discriminatoires ou stigmatisantes. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, on ne peut pas distinguer des individus, il faut vraiment distinguer des types de réactions, et que souvent les individus, ils vont osciller entre composer et s'opposer, suivant le moment de leur trajectoire, suivant le type de discrimination, suivant la situation. Et un autre constat aussi qu'on faisait, c'était qu'il n'y avait pas forcément de lien mécanique entre le fait je vous parlais tout à l'heure des gens qui avaient une lecture politique qui conflictualisait leurs expériences. Ça ne conduit pas davantage à s'opposer. On peut tout autant avoir une lecture des discriminations comme quelque chose d'inacceptable, et donc une lecture politique, et en même temps composer avec ces discriminations au quotidien. Alors, slide suivante, on s'est ensuite demandé comment et dans quelle mesure la politisation du discours pouvait malgré tout susciter des carrières d'engagement et de la mobilisation collective. Donc, je n'ai pas précisé, mais composer et s'opposer, ça revient de manière tout aussi fréquente. C'est à peu près les réactions de composer et puis l'opposition, ça se vaut en termes
En termes chez les enquêtés, en termes de nombre de réactions, enfin, je ne sais pas comment formuler ça, mais je pense que vous avez compris. On s'oppose aussi souvent qu'on compose, voilà, pour le dire comme ça. Et dans les gens qui s'opposent en s'engageant dans des collectifs ou des actions de lutte, cette réaction, elle est loin d'être majoritaire, mais c'est quand même le cas d'une personne sur 4, donc ce qui n'est pas non plus négligeable, à condition de considérer la mobilisation tous azimuts. Ça peut être dans des associations de jeunes. Et si on s'intéresse uniquement à des collectifs qui s'engageraient sur des questions qui touchent aux discriminations, là, on tombe à un enquêté sur 10. C'est un peu plus rare. Alors, les entretiens, on retombe sur des choses qu'on connaît depuis longtemps en sociologie politique. Le rôle des entrepreneurs de mobilisation est super important. Si on ne rencontre pas ces intermédiaires, on a quand même peu de chances de s'engager. Et ces leaders, ces intermédiaires, ils vont souvent devoir produire un travail de mobilisation assez considérable et s'appuyer sur les liens de sociabilité dont ils disposent dans le quartier pour pouvoir produire aussi de l'identification et permettre le passage à l'action collective. Et ils sont d'autant plus importants que, voilà, pour beaucoup d'enquêtés, les associations sont vues très négativement. Il y a une défiance à l'égard de l'action associative. Voilà. Alors, on a aussi, quelquefois, tout n'est pas non plus balisé à l'avance. Le poids des événements dramatiques est aussi très important, et notamment les événements de violence policière qui jalonnent la vie dans les quartiers. C'est quelque chose de très important pour favoriser ce passage à l'acte. Donc, par exemple, la mort d'un proche ou bien l'emprisonnement de quelqu'un dans le quartier, souvent ça pousse à l'action parce que ça va exacerber le sentiment d'injustice, et donc ça déclenche l'envie de s'organiser ou bien de créer une association. Et puis, l'engagement, c'est aussi bien sûr affaire de ressources individuelles, et on a effectivement une surreprésentation des diplômés parmi les personnes qui s'engagent. Ça concerne 8 enquêtés sur 10. Et puis aussi, quand même globalement, davantage des gens qui connaissent des trajectoires d'ascension sociale. Alors, en même temps, donc je n'ai pas le temps de faire une présentation détaillée de en quoi consistent ces actions-là. Donc, si on veut aller vite, on peut dire que c'est des collectifs ou des actions qui ne sont pas... enfin, le sens de leur action, ce n'est pas dénoncer les problèmes que vivent les gens. Souvent, le répertoire d'action, c'est, dans ces organismes implantés dans les quartiers, c'est celui de la conscientisation. Donc, typiquement, l'organisation de soirées débats, aussi la mobilisation d'outils comme le théâtre forum, par exemple. Donc, on est vraiment dans les quartiers qu'on a étudiés. La dominante, c'est quand même plus énoncer des problèmes que les dénoncer. Et alors, slide suivant. Ensuite, c'est ce qui fait aussi que les effets vont plus se faire sentir sur les individus. Ça va plus produire de la politisation des individus, ça va plus leur donner confiance en eux, faire de l'empowerment, que vraiment produire un impact sur l'action publique ou sur la manière de cadrer le problème ou de pouvoir l'inscrire à l'agenda politique. Et donc, c'est sans doute un facteur aussi qui explique qu'en France, étant donné que ces expériences sont extrêmement fréquentes et banales, les politiques publiques restent largement sous-dimensionnées, et voilà, qu'on n'a pas assez de moyens et d'énergie pour lutter contre. Voilà, je peux m'arrêter là et puis répondre aux questions. Ça sera peut-être plus interactif, même si je ne vois personne à part Pascal. Merci beaucoup Anaïk. Donc, on va arrêter l'enregistrement ici pour...